En début d'année, c'était une ville stratégique qui avait été prise ou récupérée par les rebelles, la ville de Goma, puis la ville de Bukavu. En fin d'année, c'est une autre ville stratégique parce qu'à la frontière du Burundi, mais aussi qui ouvre vers le sud du pays et vers d'autres pays aussi frontaliers, la ville d'Uvira. À la différence de la chute de Goma, la chute d'Uvira n'a pas suscité autant d'engouement sur le plan national, c'est-à-dire auprès de la population, mais aussi on n'a pas vu comme du tac au tac une réaction politique à ses conséquences, comme le discours du chef de l'État annonçant une réplique vigoureuse. Comment expliquer cela? Est-ce que la population est déjà lasse de ce qui se passe dans l'Est, où les enjeux le dépassent, ou encore c'est l'accord de Washington qui fait espérer inéluctablement un retour de la paix. On en parle dans ce numéro de Version Croisée. Madame, Messieurs, bienvenue à vous tous et je suis ravi de vous retrouver, ravi également de vous présenter mes deux invités. Larousse Mouya, qui est à sa première participation et je suis ravi qu'il soit là. On s'est croisés au ministère des Affaires étrangères et finalement, de fil en aiguille, on se retrouve ici dans Version Croisée. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous de m'inviter, d'être ici sur Télé 50, qui est une chaîne, l'une des chaînes, en tout cas les premiers ordres de notre nation. Et merci à mon co-débatteur d'être là. J'espère qu'on va avoir un débat républicain autour de ce qui nous porte à cœur la République. Et à nos braves compatriotes qui nous suivent, j'espère qu'on sera à la taille de leurs attentes spécifiques. Alors, vous êtes membre de l'UDPS. Oui. Je vous l'avais dit ce jour-là. Vous êtes assez atypique comme membre de l'UDPS. Je suis la première personne à vous le dire. Mais vous savez que l'UDPS est une grande école. Oui. Une bonne partie des politiciens congolais sont de l'UDPS. Une grande école où des salles des classes ne sont pas toutes connues, c'est ça? Ça dépend de promotion. Oui. Ça dépend aussi de chaque courant que chacun se donne. Oui. Mais les grands classiques sur le plan politique national sont partis aussi de là. Donc voilà, je crois que je suis dans cette lignée-là. Voilà. Alors, merci en tout cas. En face de vous, lui, c'est un habitué. On est même devenu très proche, même Marius Moubalama de l'opposition est proche du docteur Denis Mukwege. La semaine passée, j'avais reçu un autre membre ou un autre proche de Denis Mukwege. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission. J'ai reçu Maître Bissello, Eric, justement, et vous revenez encore. Merci d'avoir accepté aussi notre appel. Merci, M. Gaëtan. Vous savez, quand c'est votre appel qui nous invite à participer à ces débats, on n'hésite pas parce qu'ici c'est les hauteurs et la qualité. Merci pour la considération que vous avez à ma modeste personne. Merci à Télé 50 et à toute l'équipe qui travaille afin que nous puissions arriver auprès de nos téléspectateurs. Et que je salue. Mes salutations également à M. Mouya, Larousse, que je connais et avec qui on a déjà eu à débattre. Ce que vous avez dit, un membre de l'UDPS atypique. Le jour où j'avais discuté avec lui, je lui avais dit la même chose. Je lui avais dit qu'il n'avait pas de sa place à l'UDPS parce qu'il est rationnel. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi je n'ai pas dit qu'il n'avait pas sa place. C'est ce que moi, je lui avais dit. Qu'il n'avait pas sa place à l'UDPS parce qu'il est rationnel. Je constate avec les gens avec lesquels je débat, ne sont pas rationnels. Mais lui, il est objectif dans ce qu'il fait. Je ne voudrais pas m'attirer la foudre et que ce soit des combattants, des membres de l'UDPS qui apprécient énormément le travail que nous abattons. J'étais au CEC ce jeudi matin, j'ai rencontré des combattants, ils nous aiment beaucoup. Même ceux qui, nos frères, les motards et autres partout, que ce soit devant Swissmart, que ce soit dans les grands arrêts, nous saluent. En tout cas, je vous apprécie aussi énormément. Merci pour votre soutien. Moi, je ne veux pas m'attirer leur foudre. Alors, on va commencer par ce sujet. J'aimerais un peu plus savoir qu'est-ce qui se passe entre Wameso et Denis Mukwege. Juste. Merci beaucoup. Nous avions tous suivi lors du briefing à Washington, la déclaration de Wameso. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'abord à Washington? Wameso, c'était à l'occasion. Le gouverneur de la Banque centrale qui a du pain sur la planche ici, qui a le taux du dollar qui bat de l'aile, justement, et il se retrouve à Washington. Est-ce que le président, ou je ne sais pas moi, les numéro 1 de la réserve fédérale américaine peut se retrouver dans des pourparlers à l'international quelque part? C'est ça, comme la l'UDPS. Wameso, il était déjà dans l'équipe des experts de la RDC, dans les négociations. Et je ne comprends pas, moi je me suis posé toujours la question de savoir comment est-ce que Wameso s'était retrouvé parmi l'équipe des négociateurs congolais
alors que la question de l'Est, j'estime que Ouamesso n'en a pas assez de connaissances, n'en a pas assez la maîtrise. Peut-être quand il était encore directeur de cabinet du chef de l'État en charge de l'économie. Il y a un volet économique important dans cet accord. Quand il était encore directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, c'est alors qu'il s'était retrouvé dans ce processus-là. Il était dans le panel des experts congolais. Et du coup, lors de point de presse tenu à Washington, il a affirmé que le gouvernement a approché la société civile et en particulier la fondation Panzi, avec qui ils ont à discuter, à négocier sur les accords de Washington, l'intégration économique et tout. Et après nos informations, après que nous ayons fait des investigations, et ça nous a étonnés parce que ça ne se vérifie pas, Ouamesso. Parce que parlant de la fondation Panzi en particulier, ça veut dire qu'il implique directement Dr Denis Mukwege. Et pourtant, Denis Mukwege a déjà pris des positions très claires et les positions sont connues et c'est officiel. Déjà, je disais que Ouamesso n'a jamais rencontré Dr Denis Mukwege et Dr Denis Mukwege n'a jamais rencontré aucun membre du gouvernement avec qui ils ont eu à discuter les questions liées au processus de Washington. D'autant plus que le 27 juin, je dis bien le 27 juin 2025, lors de la signature de l'accord de paix de Washington, Denis Mukwege avait lancé une sonnette d'alarme pour montrer que cet accord-là ne va pas nous amener sur une voie de la paix. Denis Mukwege a évoqué quelques problèmes liés à cet accord, l'opacité de cet accord, les problèmes liés à l'approche bilatérale. Parce que cet accord-là est opaque et non inclusif. Donc, André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a menti à la communauté internationale parce que Denis Mukwege, c'est un prénomètre de la paix. Et quand il cite son nom, c'est en fait pour légitimer cet accord. Il a aussi menti à l'opinion nationale. Effectivement, je disais ici que Denis Mukwege n'a jamais rencontré M. Ouamesso. Denis Mukwege n'a jamais rencontré aucun membre du gouvernement. Les déclarations de Mukwege liées au processus de paix qu'il a rejetées en bloc sont disponibles. Je vous donne la référence. Le 27 juin 2025, il y a eu une déclaration où Denis Mukwege a expliqué les problèmes liés à cet accord-là. Il a parlé de l'opacité liée à cet accord. Le peuple, nous, peuple pour lequel on signe cet accord-là, on n'est pas informé de rien, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Vous savez que cet accord-là n'est pas passé à l'Assemblée nationale, et pour ça, ça devrait passer par l'Assemblée nationale. S'il faut de l'article 214 de la Constitution, dit que tous les accords de paix, les accords pour les résolutions des conflits internationaux, les accords liés au traité de commerce internationaux, doivent d'abord passer à l'Assemblée nationale. Bon. Avant que cela soit ratifié. Donc, c'est en vertu de quel article de la Constitution? Article 214. On parle de la ratification par une loi plutôt. Oui. Donc, avant que l'accord soit ratifié par le président de la République, ça doit d'abord être discuté à l'Assemblée nationale. Une loi doit être votée pour encadrer ces accords-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'article 56, Dr Denis Mukwege avait évoqué l'article 56 de cet accord, qui montre que tout accord a dans le sens d'empiéter l'État une partie de ses ressources est érigé en infraction et une infraction de haute trahison. Et donc, cet accord-là, Denis Mukwege a même déploré l'approche bilatérale. C'est quand il parle de manque d'inclusivité, les acteurs majeurs de ces conflits ont été mis à côté. On s'est campé seulement sur le Rwanda. Et pourtant, les acteurs, il n'y a pas que le Rwanda comme acteur. Il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie, donc toute la région des Grands Lacs. Nous, on ne voit que le Rwanda. Et donc, nous avions dit clairement à l'époque que cet accord-là n'allait pas nous amener sur une voie de la paix. Alors, même on va le dire en des termes beaucoup plus simples, parce que cette émission est suivie même un jour comme le dimanche, où beaucoup de monde qui reste à la maison, justement, participe ou suivent cette émission. Alors, vous dites que cet accord a été signé juste entre Félix Tshisekedi et un petit clan, un petit groupe qui compose justement son pouvoir, en excluant à la fois les acteurs politiques de l'opposition, les acteurs de la société civile et même certaines institutions. C'est ça, comme l'Assemblée nationale. L'accord, comme vous le dites, a été signé entre le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement du Rwanda. Et pourtant, les acteurs majeurs de ces conflits sont multilatéraux. Le conflit n'est pas bilatéral. Le conflit est régional. L'opposition comme la majorité n'ont pas été consultés, moins encore la société civile. Et donc, le docteur Denis Mukwege n'a jamais été consulté et les propositions de docteur Denis Mukwege pour la sortie de la crise n'ont jamais été prises à compte, n'ont jamais été
évaluées par les gouvernements. Parce que nous savions que Denis Mukwege avait donné des solutions durables avant que la situation ne puisse empirer. Il avait parlé d'abord, il a travaillé pour que la résolution 2773 soit une réalité, soit votée. Cette résolution-là a été votée, laquelle résolution le gouvernement a abandonnée pour aller dans l'approche de Doha et de Washington. Merci. J'ai fini. Oui. La deuxième proposition, c'était la tenue de la conférence internationale pour que tous les acteurs majeurs soient inclus dans le processus. Mais également la tenue du dialogue national. Mais ce dialogue national, on doit d'abord se rassurer que les RDF et le M23 sont retirés de notre territoire. C'est là qu'on peut penser dialogue. Vous étiez sur le point de réagir, en tout cas quand il évoquait la haute trahison par le chef de l'État pour avoir signé de manière solo cet accord, justement. C'est quoi votre réaction? Je commence par préciser une chose. Ouais. Le chef de l'État n'a pas abandonné la résolution 2773 pour aller au processus de Washington et des Doha. Le processus de Washington et de Doha est un cheminement. Nous sommes partis de Nairobi. Il y avait Nairobi et Luanda. Kagame et ses supplétifs du M23 s'y sont défilés, n'ont pas voulu s'aligner. Et il y a eu une déclinaison à Doha et à Washington. Donc voilà. Et quand on a commencé à négocier ces accords, déjà même au niveau de Nairobi et de Luanda, tout le monde était informé. Tout le monde, et à maintes reprises, le chef de l'État a fait des déplacements pour le Luanda, à base desquels on a travaillé sur ces accords-là. Paul Kagame ne s'est pas présenté lorsqu'il fallait signer, tout le monde l'a vu. Mais nous sommes arrivés à Washington. Il y a eu une forme de signature par rapport à l'accord et la signature qui avait été entérinée les 4. Pendant cette période du 27 jusqu'au mois de décembre, 4 décembre, on a entériné, il y a eu un laps de temps qui s'est écoulé, où il y a eu une vulgarisation sur l'accord qui avait été signé par notre ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères. Vulgarisation où et comment? C'était public. Par Thérèse Kayikwamba. C'était public. Thérèse Kayikwamba a fait le travail, elle a vulgarisé. Nous avons vu le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui a fait des panels dans une université, nous avons vu. On a vu Madame Tina Salama, qui est la porte-parole du chef de l'État, qui a communiqué autour de ça. Nos officiels congolais ont communiqué. Est-ce que c'est ce que dit la Constitution, justement? Parce que moi, je n'ai pas vu une telle vulgarisation de la part de ces gens que vous avez cités. Effectivement. Ouais. Qui dit la Constitution? La Constitution n'a pas défini une certaine forme de timing où les chefs doivent commencer d'abord par parler avec les parlements avant. Non, il n'y a pas une préséance qui est définie. Je mets quiconque en défi, tout ce qu'on a comme juriste, en défi de montrer un article de notre Constitution qui définit une certaine forme de timing, qu'on doit commencer par tel processus pour finir par tel. Il n'y a pas de contrainte de temps. Non, il n'y a pas de contrainte de temps. Le chef de l'État a encore justement la liberté de passer demain ou après-demain. Ça peut passer au Parlement, effectivement. Donc, il n'y a pas une certaine forme de contrainte de temps ou un timing qui est défini qu'on doit commencer par le Parlement pour finir au niveau de la promulgation de la loi, au niveau de par ordonnance présidentielle. Non. Donc, ça peut se faire en amont comme en aval. Il n'y a pas une forme d'obligation. Donc, ce qui fait dire que le chef de l'État n'a pas violé la Constitution. Il n'est pas allé contre. Donc, voilà. Et vous avez vu même qu'il y avait eu l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale et qui était là en termes de témoins. C'était une forme de démarche républicaine. Donc, voilà. Mais moi, ce que je suivis, M. Wameso a expliqué, et pas que M. Wameso, puisqu'on a un peu tendu l'oreille par rapport à ce qui s'est passé à Washington, là, vous devez venir voir en interne. Si M. Denis Mukwege dit qu'il n'est pas au courant, qu'il y a eu une telle initiative de sa part, mais j'ai suivi qu'il y a des entités de la communauté civile qui avaient été contactées, qui ont travaillé sur les termes de ces accords, et qui après ont été rendus publics, parce qu'il n'y a rien d'opaque. Rien n'est opaque. Tout est en ligne, tout est public. Donc voilà. Donc, c'est publié par le White House Government sur Internet. Ça, oui, c'est public. Donc tout le monde savait que ça devait être public. Déjà en partie, l'accord signé avec le Rwanda était déjà public depuis. On a discuté dessus. Mais pour expliquer, revenir sur une chose, pour dire qu'on n'a pas abandonné la résolution 2773. Quand vous commencez à lire l'accord de paix signé entre nous et le Rwanda, dans le préambule, on vous explique que ce qui est signé, les termes de ces accords, sont la déclinaison de la résolution 2773. Donc rien qui est défini dans ces accords ne déroge à l'esprit de la résolution 2773. Il n'y a qu'à voir à comparer. Vous voyez qu'il est reprise même en annexe les résolutions et les recommandations pour le respect de normes sur le CONOPS. Donc voilà. C'est du pareil au même. La question, c'était les cadres. Kagame s'est défilé à Luanda. Au moins à Washington, on a vu qu'il n'était pas en clair à signer, mais qu'il a été conduit de force. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est à l'organisation du docteur Denis Mukwege, que je respecte, de voir en interne s'il y a eu des gens qui ont travaillé dans le dos du docteur Denis Mukwege. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, j'ai appris. Est-ce que vous êtes en mesure de nous citer une seule
organisation de la société civile congolaise qui a participé soit dans les négociations ou dans la rédaction de ces accords. Spécifiquement, l'entité du docteur Denis Mukwege. J'ai entendu nommément, par rapport aux sources qui étaient là-bas sur place. J'ai entendu nommément. Certains journalistes même, qui ne sont pas proches du pouvoir, donc voilà, étaient aussi étonnés. Bon, on apprend l'étonnement du docteur Denis Mukwege. Là, il faut voir maintenant en interne, voir quelle est cette faction de l'entité du docteur Denis Mukwege qui aurait travaillé dessus, donc pour donner ses sons de cloche. Il y a une petite inclusivité, d'après vous. Effectivement. Ouais. Parce qu'au niveau interne, moi, je n'ai pas vu de manifestation dans une forme d'esprit républicaine où des gens manifestaient pour dire quel numéro de ces termes d'accord on n'en veut pas et tout, ça viole l'esprit de ceci et cela. Je n'ai pas entendu. J'ai par ailleurs entendu des commentaires politiques, mais une forme de démarche même au niveau de notre Assemblée nationale, ça, je n'ai pas suivi. Donc voilà, il y a une façon de faire les choses et ça fait belle lurette qu'on parle de ces accords. Donc voilà. Quand on a terminé, même les accords sur le deal sur le minerai, contre infrastructures, contre les infrastructures de transport, les infrastructures sécuritaires et tout le reste, tout aussi est rendu public. Donc on ne fait rien dans l'opacité. Après, le Parlement va faire son travail, on verra comment promulguer si on a le cutus de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que la présentation ou la présence du président de l'Assemblée nationale à Washington est synonyme de l'approbation du bureau ou soit synonyme d'une saisine des députés au fin justement de ratifier, je ne sais pas moi, d'accompagner cet accord? Non, je ne peux pas oser une telle affirmation, absolument pas. Ouais. Mais il représente une entité. Il représente une entité, mais il n'était pas là au nom d'une quelconque forme de commission ou d'un bureau quelconque. Non, il était là, il a constaté. Après, ça va se décliner au niveau de son bureau, de l'entité qu'il gère, et puis ils vont faire leur travail de représentants du peuple. Marius Moubalama, ça vous énerve de voir que les propos d'André Ouamesso ont été pris au sérieux? C'est ça le grand problème, et j'appelle la population à bien suivre la ligne de Dr Denis Mukwege, mais également de beaucoup lire. C'est ce que Denis Mukwege publie chaque jour. Les actions de Mukwege ne sont pas isolées, elles sont publiques. Je parlais de la déclaration du 27 juin 2025, il y a aussi la déclaration du 29 novembre, récemment ici, qui déballe l'accord, qui met à nu l'accord, les imperfections qu'il y a dans l'accord de paix. Ouais. Et donc, nous, Mukwegistes, nous ne sommes pas... Nous sommes en train de suivre la situation de loin. Dr Denis Mukwege n'a été sollicité ni de près ni de loin par rapport à ce qui s'est fait à Washington et à Doha. Surtout que, depuis le début de ces hostilités, Denis Mukwege était parmi les rares Congolais qui a demandé au gouvernement de la RDC de Kinshasa de ne pas négocier ni avec les Rwandais, moins encore avec les M23, parce que les Rwandais n'étaient qu'un proxy téléguidé de ceux qui veulent avoir accès illicitement et illégalement sur nos ressources naturelles, surtout en particulier les minerais stratégiques qui sont indispensables aussi pour la transition énergétique dans le monde. Nous avions dit à ce qu'on trouve le mécanisme. C'est là que Dr Denis Mukwege a même proposé la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC qui allait avoir comme objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce qu'au moins à Addis Abeba, on avait tous les acteurs majeurs. Les pays occidentaux, propriétaires des multinationales, avaient participé, avaient pris des engagements et avaient décidé d'accompagner la RDC pour la mise en œuvre de cet accord cadre d'Addis Abeba. Malheureusement, la RDC, le Rwanda, le Burundi, personne n'a respecté les engagements qui ont été les siens. Voilà pourquoi Denis Mukwege demande à ce que nous puissions revenir sur cet accord-là pour que les acteurs majeurs de ces conflits soient pris à compte. Vous savez que ce n'est pas seulement les Rwandais qui nous attaquent. Lorsque l'M23 est arrivé sur notre territoire, ils sont venus de l'Ouganda. Ça veut dire que l'Ouganda il joue un rôle majeur dans ces conflits. On parle toujours que les forces burundaises sont sur notre territoire. Il y a aussi les rebelles burundais qui sont sur notre territoire. Il y a les Burundais, les rebelles ougandais qui sont sur notre territoire. Donc, il fallait prendre le problème dans sa globalité pour toucher au fond du problème et y trouver des solutions. Et Denis Mukwege avait donné toutes ces propositions-là. Malheureusement, le gouvernement a vu autre mesure et a décidé d'aller à Washington. Alors, on peut se dire qu'ils ont consulté la Fondation Panzi, ils ont consulté Dr Denis Mukwege, c'est de la contre-vérité. Nous sommes étonnés de voir qu'au plus haut sommet de l'État, on peut tenir des contre-vérités. Mais qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Pourquoi pas saisir la justice justement pour diffamation? Et donc, c'est un peu ça ma réflexion, je vais revenir sur ce que vous dites. Pour revenir à ce que M. Mouya a dit, disant que l'accord de paix n'a à rien
violer la résolution 2773. La résolution 2773, obtenue aussi grâce à la diplomatie au plaidoyer mené par Dr Denis Mukwege, était déjà un acquis pour la RDC. Parce que moi, cette résolution-là demandait les retraits immédiats et sa condition des groupes armés, du RDF et du M23 sur les sols congolais. Un élément très important, les cessez-le-feu immédiat et sa condition, mais également le démantèlement de toutes les administrations parallèles mises en œuvre par Nanga. Et on avait demandé à contrepartie à la RDC, pas la RDC et le Rwanda, mais la RDC seule, de combattre les groupes armés, y compris les FDLR. Mais quand vous allez signer les accords, en lieu et place d'insister sur les retraits du M23, vous dites dans l'accord que la RDC va neutraliser les FDLR dans une opération conjointe avec les RDF, donc l'armée rwandaise. Ça veut dire en d'autres termes que vous avez légitimé la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Pendant qu'on demandait les retraits, l'accord n'a pas reconnu que les RDF est sur le sol congolais. Ça, c'est déjà un problème. Notre langage à l'interne, qui a toujours été que nous sommes agressés par la RDC. Ce langage-là, la RDC est agressée par le Rwanda. Ce langage-là a été élagué dans les documents. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que la RDC, que le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC. Et pour que ces mesures défensives-là soient levées, il faut que nous puissions, en symbiose avec le Rwanda, neutraliser les RDF. Ça, c'est déjà un problème. Donc, pour que le Rwanda puisse se retirer sur le sol congolais, il y a un conditionnement. Alors que dans la résolution 1973, il n'y avait pas eu de conditionnement, c'était immédiat sa condition. Qu'est-ce qui prime entre l'accord de Washington et la résolution 2773? Ce qui prime, ouais. Ce qui est plus puissant, ce qui est plus efficace, c'est la résolution. Ce qui a notre avantage, je comprends que c'est la résolution 2773. Mais qu'est-ce qui est censé primer? Ce qui est censé primer, c'est la même résolution 2773. Vous savez pourquoi la résolution 2773 prime si l'accord de paix de Washington? Oui. Au moins avec la résolution 2773, M. Larousse Mouya, nous pouvons demander au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de déclencher même le chapitre 7 de la charte de l'ONU qui fait recours à l'imposition par la force de la paix. Mais avec l'accord de paix, on ne peut pas brandir ça au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. On ne peut pas demander à travers l'accord, tellement que c'est en bilatéral entre la RDC et le Rwanda. La communauté internationale n'y a pas pris part. Vous voyez? Par contre, à Addis Abeba, l'accord d'Addis Abeba signé en 2013, la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine avaient pris des engagements pour la RDC. Même la RDC elle-même, monsieur les journalistes, n'a pas pris les engagements pour elle-même à Doha et à Washington. Parce que quand vous allez à Addis Abeba, l'accord signé à Addis Abeba, la RDC a pris les engagements pour elle-même, pour faire face aux problèmes auxquels nous sommes en train de faire face aujourd'hui. Parce que le problème, il est économique. Le conflit a pour sous-bassement les minerais stratégiques. Mais à Doha, non pas à Doha, mais à Addis Abeba, il a pris l'engagement de travailler pour rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Un élément très majeur. De travailler pour les réformes de l'armée et de la police. De travailler pour le développement économique et la construction des infrastructures. Merci. Nous n'avons pas des infrastructures dans notre pays capables de nous permettre à exploiter les données. C'est une émission de débat. On va écouter Larousse Mouya. Je vais le relancer avec une question. On avait un outil international pour contraindre le Rwanda, c'est la résolution 2773, si bien que l'accord de Washington le reprend justement à l'intérieur, mais l'accord apparemment est en contradiction avec l'esprit de cette résolution qui a cité le Rwanda, qui a demandé le retrait de ses troupes. Finalement, l'accord de Washington, c'est vraiment pour l'intérêt de la nation ou pour sauver un pouvoir? Alors, je vais répéter ce qui a dit au départ, que dans l'accord de paix signé entre nous et le Rwanda, il a été mentionné que l'accord était fait dans l'esprit de la résolution. Donc voilà, que l'accord reprenait ce qui avait été dit dans la résolution, mais donnait un sens pratique à l'exécution de ce qui avait été dit dans la résolution. Ce n'est pas le même verbatim qui a été employé, mais effectivement, il était question du retrait des troupes rwandaises et des équipements militaires rwandais. Les Rwandais indexés effectivement comme agresseurs, parce qu'on a expliqué si l'accord signé était en contradiction avec l'esprit de la résolution, ils n'allaient pas indexer la résolution qui, bien définie, montre le Rwanda comme étant l'agresseur. Et vous avez expliqué comment est-ce qu'avec la résolution, on peut obtenir que les Nations Unies puissent imposer la paix. Comme c'était le cas en Libye, par exemple. En Ituri, comme la plupart des résolutions qui ont été suivies d'application par les Nations Unies. Je veux bien vous regarder en face et être sûr que je parle à des Congolais. Et je suis sûr que je parle à des Congolais. La MONUSCO est ici depuis belle lurette. Avec quelle mission? Imposer la paix. A-t-elle été imposée?
C'est plutôt la guerre qui avait été maintenue. Ne fais pas la confusion. Non, je ne fais pas la confusion. C'est la même entité. C'est la même entité. Vous n'avez pas la parole. C'est la même entité. Mission d'observation, d'observer la guerre, d'observer comment est-ce que les gens se tuent, d'observer comment est-ce qu'on viole les femmes. Cette mission d'observation a évolué dans le temps, justement. Oui, et puis c'est devenu stabilisation. C'est la mission d'imposition de la paix. C'est différent. Ça a évolué, ça a pris plusieurs formes. Observation, imposition de la paix, imposition de cesser le feu. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient comme verbatim, mais rien n'a changé sur le terrain. Et je vais prendre un autre cas. Lorsque Barack Obama, président américain, avait appelé à son temps le Rwanda pour retirer ses troupes, vous avez vu que ça avait été effectif. Donc, il y a un moment donné, une résolution des Nations Unies qui n'est pas respectée, puisque la même Nations Unies est sur notre terre depuis plus de 30 ans, mais la paix n'est jamais revenue. Et de l'autre côté, une forme de pression d'un État comme les USA est parvenue à un moment donné à faire reculer le Rwanda. Donc, de manière empirique, on sait où est-ce qu'il faut appuyer pour avoir des solutions. Et la proposition du docteur Denis Mukwege, effectivement, j'aime l'expression proposition. On peut toujours faire mieux. Et puis il y a des gens qui ont été votés, qui ont un mandat spécifique pour conduire une politique définie par rapport aux questions qui se posent et apporter des solutions. Il a fait une proposition pour avoir une approche beaucoup plus globale. Mais nous savons l'acteur majeur qui est défini dans tout ce qui a comme accord, pointé dans tout ce qui a comme rapport de groupe des experts des Nations Unies. Pas que, on va global witness, on va voir que le Rwanda. Mais à un moment donné, il faut attaquer les problèmes à la source. Donc voilà. Et si vous voyez à l'accord au processus de Nairobi, tous les autres groupes armés, ils étaient partis, ils ont accepté de s'aligner. En tout cas, une bonne partie. Mais le M23 a dit non, nous on ne veut pas ça. Puisque les M23 est entêté spécifiquement par le Rwanda. Et vous parlez des troupes burundaises, mais ils sont ici dans une forme d'initiative souveraine de la RDC. Donc, il y a la rébellion burundaise. Il y a la rébellion burundaise. Oui, les raids Tabara. Les raids Tabara. Mais les raids Tabara, c'est aussi une forme de bras armé du Rwanda. Les rapports sont là et ça a été établi. Donc voilà. Il y a le FNL, groupe rebelle burundais, qui évolue vers Uvira et tout. Sur notre, oui. Mais eux, s'ils sont ici, s'ils opèrent sur notre territoire, ils n'ont pas été invités par nous. Mais les unités de l'armée loyaliste burundaise qui sont ici opèrent, puisqu'ils sont là en amis, ils ont été invités. Donc voilà. Ceux qui n'ont pas été invités, c'est à eux qu'on a demandé de partir. Pour le reste, la RDC va gérer ça de manière souveraine. Donc, moi je pense qu'une proposition politique, c'est une idée qu'on peut garder, qui peut toujours évoluer. Donc voilà. Mais dans un moment donné, il fallait parvenir à montrer à la face du monde ce qu'est véritablement le Rwanda. Il était là. Et vous avez suivi la dernière question que cette journaliste a posée. Et quand le retrait, justement, voilà, des troupes rwandaises. Quand le retrait, si le Rwanda continue à s'entêter. Où le président Donald Trump parlait explicitement, il dit ça va arriver le plus vite possible que vous lui pensez. Donc voilà. Mais il faut du temps, justement, à cet accord. Il y a des mécanismes qui ont été définis pour conduire à l'observation et au respect de termes qui avaient été signés. Donc voilà. Et là, on a vu avec ce qui s'est passé récemment, là, hier ou avant-hier, ce qui s'est passé, on a vu que le Rwanda n'est pas du tout porté par la bonne volonté d'enterrer la hache de guerre. Merci. Alors, on va poser des questions essentielles par rapport à cette affaire de l'accord de Washington, la crise dans l'Est, le fait que les rebelles continuent de progresser. Pourquoi la paix n'est pas revenue, au moins que les armes ne se sont pas tues après cette signature? Je reviens à vous. Comment expliquer aux Congolais qu'après que Paul Kagame a été vu à Washington, a entériné l'accord de Washington, mais que sur le terrain, on dise que c'est toujours ces troupes qui ont pris maintenant Uvira? Est-ce que ce discours est une vérité d'après vous? Merci beaucoup. Vous savez, Dr Denis Mukwege encore, il est le seul Congolais, après la signature de l'accord de Washington, parce que tout le monde avait salué, la classe politique, opposition comme majorité, et la société civile. Il avait alerté sur la stratégie rwandaise de talk and fight. Il avait dit au gouvernement, attention, les Rwandais ont une mauvaise stratégie. Vous signez les accords de paix, c'est pas moi Washington, mais sur le terrain, il est en mouvement. Ils ne sont pas crédibles. Et Kagame n'est pas un homme de paix. On n'a pas compris comme dans ces sons de cloche. Et même la société civile, dont on dit qu'elle a été consultée et tout, ils n'ont pas suivi Dr Denis Mukwege. Denis Mukwege s'était retrouvé seul dans son cas, et c'est là qu'il est. Aujourd'hui, la même société civile veut revenir, M. Gaïta, et demandant, et voulant maintenant
connaître ou bien comprendre la réalité de ces accords-là, c'est déjà tard. Le problème ici, il est économique. Le médiateur américain, ce qu'il met en avant, ce n'est pas le bien-être de la population, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la justice. Ouais. C'est d'abord cette intégration économique. Ce que les Américains vont gagner par rapport à ces accords-là en RDC. C'est d'avoir accès aux minéraux stratégiques. C'est d'avoir accès aux minéraux stratégiques. La paix, ce n'est pas leur affaire. La population, ce de la population, ce n'est pas leur affaire. La justice des Congolais, pour les Congolais, ce n'est pas leur affaire. Et dans tout ce qu'on a signé, vous allez voir que la justice a été mise à l'écart. Mukwege est le champion des Congolais qui demandent que la justice soit faite. Dr Denis Mukwege appelle à ce qu'il y ait une justice transitionnelle. Et il a déjà travaillé sur cette justice transitionnelle-là. Le document est disponible, mais que le gouvernement ne veut pas exploiter. Mais je vais vous dire, le même acteur qui était hier à l'AFDL, au RCD, au CNDP, ce sont les mêmes acteurs qui, après avoir obtenu des postes de responsabilité à l'issue des accords de paix sans la justice, ils se retrouvent encore aujourd'hui au M23. Pourquoi? Parce que la justice a été faite. Et vous allez voir qu'un groupe de Congolais, des jeunes Congolais, ils prennent les listes des régions de l'armée, croyant que la même formule avec la RDC, le RCD, risque de se reproduire. Pourquoi? Parce que le pilier majeur, qui est la justice, on a mis à côté. Ça veut dire que les accords de paix, vous devez en savoir plus en tant que relationniste, internationaliste. Les accords de paix viennent pour qu'il y ait cessation des hostilités. Mais la justice, ça vient pour renforcer la paix acquise à travers les accords signés. Mais le pilier justice a été mis à côté. Vous savez qu'il y a les rapports mapping, toujours le même docteur Denis Mukwege qui porte ces rapports mapping-là. La société civile fait semblant. Il n'accompagne pas docteur Denis Mukwege dans ces combats-là. Et tous ces gens-là, ils se retrouvent dans les gouvernements. Ils risqueraient de se retrouver dans les gouvernements. C'est ce qui bloque la machine pour que celui qui a le pouvoir ne puisse pas demander à ce que la justice traditionnelle. Non, c'est l'impunité justement qui constitue notre frein. Qui constitue notre frein, qui est le problème à ce que la paix puisse se rétablir de façon durable. Vous êtes du Sud Kivu, je n'ai pas senti de l'émotion lorsque vous parliez de la chute d'Uvira, je ne sais pas pourquoi. Vous considérez ça comme une ville que l'on ne doit pas considérer ou comment? Comment expliquer qu'il y avait des troupes rwandaises, des Wazalendo, les FARDC, mais quand même cette ville est tombée entre les mains de la FCM23? Goma était plus militarisé, qu'Uvira. Goma, sur le plan logistique, c'est la ville qui n'a jamais été équipée autant que d'autres villes. Mais Goma avait tombé. Il y a une faiblesse majeure dans la gouvernance dans son ensemble du pays. Notre armée est infiltrée. Voilà pourquoi dans la résolution 2673, on a demandé qu'il y ait démolition ou abolition de toutes les administrations parallèles mises en place par Nanga. C'est à travers ces mêmes administrations-là que le Rwanda parvient à nous infiltrer. Parce qu'à un moment donné, avec le processus de Doha, Nanga risque de demander à ce que tout ce qu'il a mis en œuvre comme administration soit pris en compte. Vous savez, notre armée a été infiltrée. L'administration publique a été infiltrée. La classe politique est infiltrée. Il ne nous restait que la justice qui n'a jamais été infiltrée. Mais Nanga déjà a recruté des magistrats. Et en train de recruter des magistrats à Goma. Ça, c'est un domaine de souveraineté, la justice. Mais Nanga recrute des magistrats. Le gouvernement central à Kinshasa n'en connaît rien. Et le même magistrat risqueront d'être déversés à travers le processus de Doha. Tout ça, c'est un problème. Ça veut dire que Uvira, ça fait mal. Nous avions alerté combien de fois sur la situation d'Uvira. Alors, vous avez parlé de Wazalendo. Wazalendo, c'est un groupe de Congolais, et pris par l'amour, par le patriotisme du pays, pour défendre nos terres, les terres des ancêtres. Ils ne sont pas militairement formés. Ils n'ont pas de tactique militaire. Cette question-là de protéger la ville d'Uvira, c'est à poser au FARDC. Parce que ce sont eux qui ont l'art de la guerre. Les Wazalendo sont venus en soutien. Mais le commandement du FARDC, ça se passe comment? Merci beaucoup. Le chef de l'État a tenu son discours sur l'état de la nation, c'était le lundi. Et le lendemain, dans la soirée, c'est Uvira qui tombe. Après, silence radio de sa part, pourtant à Goma, et s'était rapidement pressé pour tenir un discours afin de réveiller justement, de mobiliser la population. Cette prise de Uvira, c'est juste un petit mal avant la vraie paix qui doit arriver, ou c'est une vraie faiblesse? Merci d'avoir commencé par le discours qui avait été prononcé. Mais dans ce discours, le chef de l'État a dit que cette adresse où nous avons été à Washington pour signer de manière pacifique pour obtenir la paix était la dernière, si le respect
de termes signés n'était pas obtenu. Donc voilà. Mais j'ai entendu M. Marus qui expliquait la stratégie du Rwanda. Il s'est battu et il parle. Effectivement, c'était une option que nous savions pour avoir combattu Kagame depuis plus de 30 ans, nous le connaissons très bien. C'est quelqu'un qui n'est pas porté par la culture de la paix. Il ne respecte pas les engagements. Il connaît un seul langage, c'est le langage de barbare, faire la guerre. Donc voilà. Et l'avion de l'ancien président Habyarimana avait été bombardé quand il sortait des accords d'Arusha, où il était question pour les Rwandais de travailler ensemble, mais pour Kagame, non. La cadence, elle devait être maintenue. Donc nous savions cette option-là que le monsieur pouvait s'entêter. Donc voilà. Et on était paré aussi à ces éventualités-là. Donc il a démontré à la face du monde qu'il ne respectait pas les accords, puisqu'on avait tendu la main, on a expliqué qu'on veut parvenir à la fin de ces hostilités de manière pacifique, mais il a démontré qu'il ne veut pas. Donc voilà. Nous, on n'est pas restés les bras croisés. Donc voilà. Certainement, l'armée est en préparation sur des choses que nous ignorons ici. Donc voilà. Mais en temps utile, tout sera déballé. Il y a des mécanismes qui sont définis pour le respect et l'observation de ces accords. Donc voilà. Les accords ont été violés par Paul Kagame. Effectivement, nous avons tiré ces mécanismes. Donc, on attend une réaction qui doit arriver, mais on ne va pas rester dans cette latence de manière éternelle. Qu'est-ce que les Congolais devraient retenir de ce discours sur l'état de la nation? C'est que c'est les tout derniers accords que le chef de l'État aura signés concernant la crise dans l'Est du pays, c'est ça? Absolument, le chef l'avait dit. Donc, c'était la toute dernière mesure pour parvenir à une cessation de hostilité de manière pacifique. Alors, si Kagame ne fait pas entendre raison, rien ne nous empêche à exporter le feu jusque chez lui. Rien. Et nous en avons les moyens, largement. Donc, voilà. Ouais. Alors, Marius, allez-y. Il y a une spécificité et qui fait très mal à Kagame, il le sait. Monsieur Marius en a parlé ici. C'est la justice. Vous avez même entendu le président Donald Trump, il a expliqué quand il parlait, il a dit que tous ceux qui ont commis des massacres seront jugés. Ceux qui ont fait du mal, la justice s'en suivra. Et il sait que du fait que c'est lui qui a mené des opérations sur notre territoire et que nous, même si on se retrouvait devant quelqu'un en forme de justice, on sera trouvé innocent, qu'on n'avait jamais été sur son territoire pour commettre des massacres. Il sait qu'ils vont payer des réparations qui seront assez lourdes. Donc voilà. Quelque part, il essaie de nous pousser à entrer dans une forme d'action, de lui, qu'est-ce qui va nous mettre dans une certaine forme d'égalité. Donc nous, on est prêts à défendre notre territoire, mais tous ceux qui ont, depuis ces 30 dernières années passées, qui ont participé à verser les sangs congolais, qu'ils soient rwandais, qu'ils soient congolais, qu'ils soient burundais, ils seront poursuivis. Et les noms sont là, les listes sont là, les lieux où ils ont commis des massacres sont là. Donc voilà. C'est bien défini. Et bien même aujourd'hui, le rapport mapping a été étoffé par une série de rapports, de communiqués bien étoffés. Il y a même, je dirais, parmi les membres du gouvernement, certains qui sont cités ou ceux qui sont proches du pouvoir, qui sont réclamés à Paris dans le procès contre Roger Lumbala. Vous y hébergez aussi, ou vous gardez encore quelques personnes qui sont récidivistes ou réclamées? La justice a pour rôle de vérifier le fait et de faire son travail. Je ne crois pas que la République va refuser à la justice de faire son travail. Donc voilà. Puisque ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'il y ait reconnaissance. Ce qui est que nous puissions reconnaître les nôtres qui sont morts. Donc voilà, qu'on puisse les honorer. Et pour que ces choses comme ça ne puissent plus se reproduire. Regardez ce qui se passe dans le M23. Kagame est en train de renouveler la classe politique des assassins qui met devant pour tuer les Congolais. Ils sont de plus en plus jeunes là-bas. Donc voilà, ils ont intégré dans leur esprit que mais nos aînés, ils sont venus avec les FDL, ils se sont enrichis en politique. Nous aussi, on peut. Et pourquoi c'est l'impunité qui a assuré ça? Sun City, on part, Addis Abeba, on part, on sort, il y avait amnistie pour tout le monde. Terminé. Ils sont là même dans l'opposition, ils parlent, ils crient, ils donnent des leçons de démocratie à tout le monde. Alors qu'hier, ils ont versé les sons du peuple congolais, où ils continuent encore aujourd'hui à travailler à l'intelligence avec l'ennemi. Donc non, les chefs étaient fermes sur cette question. Oui. Il a dit qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice équitable. Donc le volet judiciaire va être maintenu. Mais les Rwandais ont mené de lobbying assez terrible pour qu'on puisse enlever cette mention. Alors, on va terminer. Deux questions pour vous pour terminer. Le coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation, professeur constitutionnaliste Mbata, qui avait appelé la population à se mobiliser massivement pour accueillir les chefs de l'État après la signature de l'accord de Washington, vient d'appeler la même population à se mobiliser justement contre la crise dans l'Est. Alors, est-ce que ça veut dire que l'accord a échoué? Maintenant, on va miser sur la population. Pourquoi est-ce qu'on donne l'impression qu'on ne veut pas du dialogue? Non, mais dans ces accords, par exemple, spécifiquement sur la question du deal, oui.
l'ordre de grandeur est autour de 500 milliards de dollars américains qui doivent être injectés dans l'économie nationale. C'est considérable. Et si on travaille avec beaucoup plus de soirées comme jamais, on va parvenir à élever économiquement cette nation. C'est bien pour notre population. Je crois qu'une décision comme ça, c'est historique. Elle doit être saluée. Voilà. La décision qui a conduit à l'intelligence pour rédiger ces deals économiques entre les USA dans ce sens-là. Ça devait être salué. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a eu ici, regardez, la croissance chinoise. Elle est partie de manière fulgurante. Les contrats chinois. Alors, quelque chose à voir là-dedans. Contrats chinois où nous avons donné pour rien, même pas pour des miettes, pour rien, nos terres. Voilà. C'est ça. Les mêmes terres qui conduisent à des massacres, à des viols, à des déplacements, des développements de villages. Aujourd'hui, en bonne intelligence, on veut faire des choses, on dit, au lieu de continuer à donner gratuitement aux Chinois qui n'ont rien apporté dans le cadre du contrat chinois, qui a même été révisité, qui doit encore être révisité, au lieu de continuer à laisser les Rwandais nous piller sans avoir quelque chose, on va travailler sur ces minerais pour élever notre économie, notre niveau de vie social. Donc voilà, c'est une très bonne chose qu'on devait saluer. Merci. Et même la signature de ces accords, Kagame n'en voulait pas. Donc voilà, il est indexé parce que l'action ne s'arrête pas là. Demain, nous allons entrer devant de cours et tribunaux au niveau international et le Rwanda payera des réparations. Donc ça devait être salué. Merci beaucoup. Et la situation virale demande aussi à la population d'être mobilisée. Si nous continuons avec les schémas où nous négocions avec ceux qui tuent puisqu'ils tiennent des kalachnikovs, on va continuer à vivre sous le bord du Rwanda. Plus jamais. Marius Moubalama, 2 dernières questions à vous aussi. Premièrement, est-ce que cet accord est une lettre morte? Deuxièmement, le chef de l'État a-t-il tenu un discours sur l'état de la nation à la hauteur des attentes des Congolais? L'accord, tel que ça a été signé, c'est déjà un échec. L'échec vient du fait qu'on est parti en bilatéral avec le Rwanda. On a dissocié les Rwandais du M23. D'une part, le Rwanda a gagné tout ce qu'il pouvait avoir à Doha, non, à Washington. Et le M23 est en train de gagner aussi son pari à Doha. Il y a eu ce qu'on appelle l'accord de principe signé à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. C'est grave. On a même évoqué la question de la justice dans l'accord de principe, où il a été dit que toutes les poursuites judiciaires contre les membres du M23 seront abandonnées. Absolument pas. Absolument pas. S'il vous plaît, M. Mouya, ne dites pas ce que vous pensez. Non, ils seront poursuivis. Il faut dire ce qui est écrit dans l'accord de principe. L'accord de principe, ça pose la base sur les accords à venir. Ouais. Donc, les Rwandais, le M23 ne devrait pas négocier avec le gouvernement pendant que le gouvernement est en négociation avec le Rwanda. Il fallait les mettre ensemble parce qu'il n'y a pas le M23 sans le Rwanda. Si nous devions miser sur les retraits du Rwanda sur notre territoire, le M23 allait mourir de lui-même. Autre élément, aller en bilatéral et ignorer les autres acteurs majeurs, les autres acteurs majeurs du conflit, c'est une erreur. Parce que nous n'avons pas comme pays frontalier le Rwanda, avec qui vous avez signé l'intégration économique. Vous oubliez qu'au-delà de l'intégration économique que vous allez signer avec le Rwanda, il y a la CPGL qui existe. Et il y a ce que nous co-gérons ensemble. Parce que tout ce que vous avez signé, ça existait déjà, mais on a ajouté l'aspect minier qui n'existait pas dans le CPGL. Et là, vous le faites avec le Rwanda. Et le Rwanda voudrait à tout prix se retrouver dans la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Et par malheur, nous allons nous retrouver dans une exploitation, dans une forme d'exploitation coloniale de nos ressources naturelles. Absolument pas, puisque s'il vous plaît, une précision, c'est que l'exploitation sera faite sous le respect du loi minière congolaise. Ça, c'est précisé. Je vous ai laissé le temps de vous écouter. Je disais, on nous amène dans une exploitation coloniale des minéraux où la Belgique extrait le minerai dans notre sol et allait le transformer en Belgique. Et toutes les valeurs ajoutées de ces minéraux-là bénéficient à la Belgique. Nous risquons de nous retrouver dans la même logique où, dans notre pays, on va extraire le minerai, dans la logique de la chaîne de valeur. Dans le cas de votre accord signé, la transformation risquera de se faire au Rwanda et l'exportation donnée au Rwanda. Non. Et donc, nous allons être un pays où on extrait, mais la transformation et l'exportation ailleurs. Vous connaissez comment est-ce que notre pays est organisé. Le trésor américain ne permettra jamais, alors jamais, aux investisseurs américains de venir investir dans notre pays tant que nous n'avons pas encore procédé à des réformes profondes de nos institutions. Surtout en ce qui concerne la justice, combattre les détournements, combattre la corruption. Ouais. Il faut tenir compte de ça. Et lors de la signature de l'accord de paix de Washington, le 27 juin, Trump était clair que le Rwanda est un pays propice
où les lois sont respectées et que ces investisseurs risqueront d'aller au Rwanda. Ça veut dire que le transfert de la technologie liée à l'exploitation minière risquerait de bénéficier au Rwanda. Les milliards de dollars qu'on risque d'injecter... Je n'ai pas entendu Trump le dire, en tout cas. Il a dit à quel moment? Mais non, le 27. Je dis le 27, il a dit que le Rwanda est propice. Pourtant, il a toujours dit que c'est le Rwanda qui entre avec les machettes ici. Voilà. L'organisation interne du Rwanda, ça c'est Trump qui dit ça. Était propice la justice, le fonctionnement et tout. Et donc, je n'ai pas suivi. Nous risquons de nous retrouver dans ce système-là qui n'est pas bénéfique dans notre pays. Merci. Revenant pour terminer, au discours du chef de l'État, il n'y a eu rien de nouveau. Et rien de nouveau dans le sens que l'année passée, vous vous rappelez, qu'on nous avait promis de construire 37 000 km de routes. Hier, on nous a, dans l'adresse du chef de l'État à la nation, on nous a encore promis 3 000. Mais parmi les 37 000 promis l'année passée, combien de kilomètres ont été faits? Il a promis des universités aussi. Non, ce n'est pas la première fois. C'est depuis qu'il est au pouvoir qu'il promet. Merci. Les universités. Et pour l'exploitation. Et pour l'exploitation minière, il faut préciser. C'est très important pour notre peuple. L'exploitation minière avec le Rwanda, dans la cogestion, va se faire sous le respect du code minier congolais. S'il vous plaît, mais M. Mouya, c'est malheureux, je m'excuse de vous le dire comme ça, de soutenir la cogestion minière entre les Rwandais. Nous n'avons pas de minerais à partager, à cogérer avec les Rwandais. L'or qui est à Chabunda, l'or qui est à Chabunda et à Mwenga et à Kamituga, en quoi est-ce que c'est sur les frontières avec la RDC? Vous avez le colta qui est à Rubaya, en quoi est-ce que c'est à frontière? Le gaz méthane sur le lac Kivu. Les Rwandais exploitent déjà le gaz méthane. Mais nous traînons le pas. Merci, on me fait signe que c'est le temps. Et donc, il y a ces problèmes-là qui on ne peut plus continuer. Merci à vous, Marius Mbalama. Merci pour ce débat très intéressant et très républicain. Merci à vous aussi, Larousse Mouya. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, en tout cas. La porte restera largement ouverte à vous pour d'autres présentations. Merci énormément. Merci à vous aussi. Merci à l'équipe technique. Merci à Guinel Oukinga, à Dédé Sonsois. Et derrière cette caméra, il y a une personne intéressante, Glody Matoula, qui attend de pied ferme les invités après cette très belle émission. Au revoir.